figurent sur aucune carte, des endroits effacés du monde réel mais qui hantent les rêves de ceux qui s'aventurent trop loin dans leur propre esprit. Moi, je les appelle des espaces lumineux, et celui dont je vais te parler ce soir est peut-être le plus étrange de tous. Un rêve, une illusion, un avertissement. Je l'appelle la ferme aux citrouilles. Mais fais attention, si tu écoutes trop longtemps, ce rêve pourrait bien devenir le tien. Il y a quelques rares personnes cachées parmi la population, celles qui sont très souvent conscientes lorsqu'elles rêvent. Elles peuvent se rappeler le rêve avec un luxe de détails pendant plusieurs jours. Des gens comme moi capables de faire des rêves lucides sans effort. Si vous en faites partie, vous savez que le rêve lucide peut parfois entraîner votre conscience dans l'espace liminaux, des lieux qui existent entre le familier et l'inconnu. L'un de ces lieux est ce que j'appelle la ferme aux citrouilles. Tout commence sur une longue route droite. Si vous avez un permis de conduire dans la vraie vie, vous êtes au volant, un sac à dos de camping couleur sable militaire posé sur le siège à côté. Si vous n'avez pas le permis, vous êtes à vélo ou en trottinette, le poids du sac à dos tirant sur vos épaules. Au fur et à mesure que vous avancez, la route semble se dégrader sous vos yeux, de l'asphalte fraîchement posé à une surface décolorée et fissurée, jusqu'à devenir un simple chemin de pavés gris blanchâtre. Au bout de la route se trouve une ville agricole abandonnée. Il n'y a pas de panneau. Bienvenue à Dunbridge. Ces restes plongés par des termites étant probablement cachés dans les hautes herbes qui bordent le chemin. Les mauvaises herbes sont là de seules touches de verre en vue. Le sol est dur, poussiéreux et stérile, avec de l'herbe sèche et arbours gris. Au-dessus de vous, le ciel est gris et couvert, sans être particulièrement sombre. Les bâtiments les plus anciens semblent dater de la Première Guerre mondiale, mais la majorité rappelle la Seconde. Ce qui fouillait autrefois des terres agricoles rurales est devenu un caveau de maisons et d'usines. Des filatures qui produisaient d'autrefois des uniformes militaires, des conserveries pour les rations, des chaînes de montagne de véhicules de guerre. Le tout paraît figé dans le temps, comme si la ville avait été abandonnée dans la précipitation. Des uniformes, à moitié cousus, reposent encore dans des machines à coudre, des conserves attendant d'être scellées et étiquetées, et des chars partiellement montés gisent ici et là. Une épaisse couche de poussière et de feuilles d'automne recouvre tout, les arbres dénudés et tordus n'ayant plus rien à offrir. Le seul son est un sifflement dans vos oreilles, luttant pour remplir le silence oppressant. Il fait légèrement frais, mais pas un souffle de vent n'aurait bien troublé l'air. À la lisière de la ville, là où elle rejoint les collines, vous remarquez une rampe de terre qui semble artificielle. La pente est raide, environ 40 degrés vous diriez. Le chemin est envahi par les mauvaises herbes et l'herbe morte bien que moins densément qu'ailleurs. Un mur de terre borde un côté de la rampe, l'autre donnant sur une chute abrupte. Environ 5 pieds du sommet se dresse un vieux portail en grillage surmonté de barbelés, fermé par une chaîne épaisse et un cadenas. En plissant les yeux, vous percevez quelque chose d'orange au sommet. Vous commencez à grimper, découpant le cadenas avec une pince trouvée dans le sac à dos. Au sommet, vous découvrez la source de l'orange, des citrouilles, de grosses citrouilles lanternes, certaines en atteignant jusqu'à 5 pieds de haut. Les vignes sur lesquelles elles poussent vont de bien importantes, appauvries et flétries. Ce que vous pensiez être le sommet n'est pas en réalité qu'un palier à une autre rampe s'élevant dans la direction opposée. Vous grimpez à nouveau, arrivant sur une large zone à peu près plate, recouverte de dizaines de petites clairières restant dégagées en son centre, un sentier étroit la traversant menant à une troisième rampe. Dans la clairière se trouvent 2 objets. À votre gauche, un épouvantail rassemblant à une vieille sorcière décryptée, ou ce qu'il en reste. Ses vêtements sont en lambeaux, poussiéreux et mangés par les mites, et la tête de serpillière censée représenter les longs cheveux blancs et sales, recouverte de boue séchée. Sa tête pend, dissimulant son visage alors qu'elle regarde le sol. À votre droite, un grand générateur rouillé, recouvert de toiles d'araignée anciennes. Le générateur semble étrangement déplacé ici. Vous traversez la clairière et grimpez la 3e rampe jusqu'à un autre palier, où vous entend une 4e et dernière montée. Au sommet se trouve le pic de la colline envahi de citrouilles et de vignes. Toute la colline est une immense parcelle de citrouilles. Mais pourquoi y avait-il ce générateur là en bas ? Vous observez autour du sommet, et là, caché parmi les citrouilles, vous avez failli passer à côté, une bouche d'égout. Mais pas une bouche d'égout ordinaire, celle-ci est presque 2 fois plus large que la normale. Le couvercle est légèrement entrouvert, vous le poussez de côté et l'appuyant contre une grosse citrouille. L'ouverture est trop sombre pour voir le fond.
Vous entamez la descente, priant en silence pour que l'échelle rouillée tienne le coup. Au bas du puits, vous allumez une lanterne de camping sortie du sac à dos, révélant une grande porte blindée arrachée de ses gants. Vous vous faufilez à travers et entrez dans un dédale de couloirs en béton. Les premières dalles sont de simples bureaux, leur sol couvert de mousse, jonchés de papier, d'écrans d'ordinateur fissurés et de téléphones débranchés. Ensuite, vous traversez un réfectoire vide, le sol parsemé de débris et de tables métalliques brisées. Puis viennent les dortoirs remplis de lits superposés en décomposition. Vous réalisez que la parcelle de citrouille n'était qu'un camouflage dissimulant une opération militaire secrète sous la surface. Derrière une autre porte blindée soufflée, vous tombez dans ce lit, ce qui semble être un autre dortoir. Mais ici, les lits sont plus petits, adaptés à des enfants, empilés sur 3 niveaux au lieu de 2. Un deuxième réfectoire apparaît avec du mobilier miniature. Il y a même quelque chose ressemblant à une salle de sport pour les enfants, trampoline et blocs de mousse, aujourd'hui pourris et spongieux. Si c'est une installation militaire, pourquoi y avait-il des enfants ici ? Derrière la porte blindée se trouve une série de laboratoires. Beaucoup de pièces sont jonchées de verres brisés, sans doute les restes d'équipements scientifiques détruits. Au fond se trouvent des cellules d'observation en métal, chacune munie d'une large vitre en plexiglas. Les cellules sont rouillées et les vitres tellement sales qu'il est difficile de voir à travers. Des traces sombres se mêlent à la rouille, du sang peut-être. La vitre de la dernière cellule est brisée, comme si quelque chose s'était échappé, l'inquiétude monte. Vous repoussez des chemins vers l'entrée des laboratoires. Les papiers ici sont encore lisibles, certains sont des dossiers sur différents enfants, d'autres des résultats de tests. En fouillant, une vérité glaçante vous frappe. Cette installation était le théâtre d'une expérience ratée de création de super soldats. Les enfants étaient les sujets de terribles expériences visant à améliorer les capacités humaines. Les documents détaillent leurs procédures horribles, modifications génétiques, entraînement physique épuisant, conditionnement psychologique. Les résultats étaient mitigés, la plupart des enfants subissant des effets secondaires extrêmes. Le but du projet était de créer des soldats dotés de force, d'agilité et d'intelligence accrue. Les enfants avaient été injectés avec un composé mystérieux censé débloquer ses capacités, mais il causait souvent des mutations imprévisibles et dangereuses. Un carnet rempli d'une écriture frénétique raconte les derniers jours de l'installation. L'un des mutants était devenu trop puissant pour être contenu, s'échappant de sa cellule et se mettant la mort dans tout le bunker, tuant quiconque se trouvait à sa portée avec ses mains énormes. Il avait traversé les portes blindées comme si elles n'étaient rien, tentant d'atteindre la surface. Les habitants de la ville avaient été évacués sous prétexte d'une invention ennemie. Le mutant avait atteint la surface, mais avait finalement été neutralisé par l'artificielle lourde. Personne dans le bunker n'avait survécu. Le projet avait été abandonné, les mutants restant éliminés, la ville désertée. Cette révélation vous glace le sang, et puis un malaise plus profond s'installe. Vous avez souvent l'impression d'être observé, bien que l'installation soit censée être déserte depuis longtemps. Un instinct primal vous hurle que si vous ne partez pas maintenant, votre conscience pourrait rester piégée à jamais dans cet espace liminal. Pris de panique, vous courez à travers les pentes blindées, grimpez l'échelle, laissant la bouche découverte derrière vous. Vous dévalez la colline, traversant la ville et rejoignez votre véhicule, fonçant à toute allure vers le monde éveillé.